Accord, désaccord avec Guillaume Durand. Vous voir tous les deux est un bonheur, mon cher Philippe et mon cher Bruno. Alors, puisque Philippe est en train de discuter avec Michel Grossieur, je voudrais m'adresser d'abord à Bruno en vous révérant, mon cher Philippe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, puisque vous connaissez bien François Hollande, de multiplicité de livres, de confessions à l'égard des journalistes? C'est quoi? C'est la justification d'un quinquennat avant le départ? Parce qu'il faut bien trouver une explication à tout ça, quand même. Alors, 60 heures pour l'homme. Mardi dernier, dans la fameuse réunion de ce que les députés socialistes appellent entre eux le G7, c'est-à-dire que tous les mardis, autour de François Hollande, vous avez le Premier ministre, le président de l'Assemblée, le premier secrétaire du Parti socialiste, le président du groupe. Bon, ils sont 7. Donc les 6 qui étaient là ont tenté d'avoir des explications pour le livre Conversations privées de nos confrères Antonin André et Karim Rissouli. Plus tous les autres. 2 d'entre eux m'ont raconté... Mademoiselle Fraissinet. Oui. Puis ceux qui viennent, qui les inquiètent beaucoup. Ouais. Voilà. Mais là, pour l'instant, c'était conversations privées. Ils n'ont pas eu de réponse. Ils ne savent pas. En tout cas, François Hollande ne leur a pas donné d'explication explicitante sur le pourquoi du comment de ce livre. Et quand l'un d'entre eux l'a interrogé sur la fameuse phrase « Mais quand même, quand tu dis le chômage, j'ai pas eu de bol », la réponse a été, m'a-t-on dit, murmurée d'une voix timide. Je sais pas si j'ai dit ça comme ça. Mais alors, est-ce que c'est pas, je veux pas rentrer dans la psychologie, mais parce qu'on s'interroge beaucoup sur Valls, sur Macron, sur ce qui s'est passé hier soir, et Philippe, évidemment, réagir, mais puisque vous connaissez bien ce premier cercle, moi, j'ai le sentiment que ça rappelle un roman de Jean Echenoz, c'est « Je m'en vais », quoi. C'est-à-dire que, puisqu'il ne peut pas dire à ses ministres qu'il ne se représentera pas, il le susurre à des journalistes. Ça, je ne sais pas non plus, parce que c'est une sorte de suicide institutionnel installé rue de l'Élysée. Dans le premier cercle, dans le premier cercle, on continue de vous affirmer, il sera candidat. Parce que non mais bon, j'en sais rien non plus. Je veux juste dire une chose. Il y a dans le livre d'Antonin André et de Karim Rissouli un propos de François Hollande qui est étonnant. Il dit: on est en train de converser pour la postérité. D'accord. Sauf que, et c'est là où vient le malaise par rapport à... qui a toujours fait rire Philippe Tesson. Voilà, Je pense que Hollande est un tocard. Un tocard sympathique. Et ce qui est très étrange, quand vous lisez ce livre, c'est le registre de langage. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est perturbant. Il y a ni hauteur, ni profondeur, ni verticalité. C'est la conversation. C'est de la conversation entre copains. Et c'est ça qui contribue à abaisser François Hollande en tant que président de la République. Et c'est en ça que c'est terrible. Moi, ma lecture est plus psychologique, et, psychanalytique, plus psychiatrique que celle de Bruno et celle dont vous vous défendez vous-même. Moi, elle était littéraire, je parlais de Jean Echenoz, je m'en vais. Oui, d'ailleurs, oui. Non, moi, je crois que... Les lecteurs des éditions de Minuit. Je pense que c'est intéressant, d'ailleurs, mais je ne prends pas Hollande pour un tocard. Je prends Hollande pour un homme qui n'est pas toujours très heureux. D'ailleurs, dans son exubérance, il y a les signes d'une espèce de frustration qui est très intéressante. Je crois que Hollande depuis 4 ans et demi, avec ce que vous lui mettez, vous et d'autres, sur le dos, je comprends qu'il ne soit pas très heureux, mais vous avez parfaitement raison. Oui, je crois que Hollande est un autistique, est autistique. Et voilà, son espèce d'extériorisation qui donne de lui-même est un leurre. Je pense que c'est un solitaire. Il dénie volontiers la réalité, on le voit depuis 5 ans. Depuis 14 ans. En rentrant, Philippe, dans cette psychologie qui est intéressante, on oublie quand même le ratage général d'un quinquennat. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais attendez, je pourrais en finir avec cette histoire. Un peu exagéré aussi. Le contact favori avec les journalistes. J'y vois comme un antidote, une thérapie qu'il utilise. Il a besoin de ces contacts-là qui sont sa façon à lui de se libérer de cette... Vous permettez, mais il y a une chose, par exemple, après on arrêtera sur la psychologie, qui est un peu une psychologie de bazar, mais qui est intéressante, parce qu'on interprète ces livres. Mitterrand, quand il faisait ça, par exemple, avec El Kabbaj, il s'intéressait à des gens, il parlait avec des gens de sa génération, presque de sa génération. C'est bien la différence. Parce qu'il y avait une sorte de complicité. Là, ce qui est bizarre, c'est que Hollande parle à des jeunes gens, quoi. C'est-à-dire qu'il parle à des gens qui sont pas en mesure, en fond, mais justement, il parle à lui-même. Il lui faut bien un auditoire. Alors, Mitterrand était exactement le contraire. Mitterrand se nourrissait de la conversation. La conversation n'est d'ailleurs pas quelque chose de péjoratif. Il se nourrissait de sa conversation. Il se parlait à lui-même en même temps qu'il avait un auditoire qui était à sa mesure. Et moi, j'ai rien contre ces journalistes-là, mais ils ne sont pas à la mesure. En tout cas, dans leur statut, ils ne sont pas à la mesure de Hollande. Il parle à des anonymes, quoi, en quelque sorte. Moi, je vois cette explication. Je la vois là.
C'est assez pathétique. Sur le choix, il faut bien savoir que François Hollande voue une certaine forme de mépris ironique à l'égard des journalistes qui sont de sa génération, de la génération supérieure. Tout à fait, ça confirme. Souvent, il les appelle les vioques. Absolument. Voilà. Je ne citerai pas le nom des confrères, mais c'est les vioques. Il y a un déjeuner de grandes signatures féminines qui est assez connu dans le tout Paris politique. Il appelle ça le déjeuner des vieilles, en rigolant. Voilà. Il y a même machin, il va au déjeuner des vieilles. Qu'est-ce que vous voulez qu'il leur raconte? Bon. Donc, s'il voit des jeunes journalistes, c'est justement parce qu'ils savent que pour eux, c'est une distinction importante que d'être reçu comme ça par le président de la République. Mais c'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Et qu'il y aura, exactement. Et qu'il y aura forcément une empathie, donc qui les met dans une situation où ils ne seront pas méchants. Quand bien même le livre à l'arrivée peut être cruel. Les unes, les après les autres, il y en a deux. Je vais en traiter 3 ce matin parce que vous n'étiez pas là. D'abord, est-ce que vous comprenez la violence avec laquelle ça démarre à droite, Philippe? Je vais vous demander d'être bref sur chacun des sujets parce que j'ai 3 vraiment. Bien sûr, c'est des primaires. C'est forcément violent. Et puis c'est la primaire. Moi, personnellement, en tant que je dis, enfin, je me cite pas en référence, mais je ne suis pas le seul, d'ailleurs. C'est la primaire qui est à l'origine. La primaire est une... Ils sont en train de réfléchir à un code de déontologie en cours de route. Il était inévitable que la primaire devint une source de division, de confusion et de médiocrité. Tout à fait. Dès l'instant où surtout à droite. Mais arrête, ne commençons pas, soyons un peu raisonnables. Non, mais c'est une réalité, je l'expliquerai après. Nous sommes devenus adultes maintenant. Il est temps maintenant que nous rejetions nos espèces de fantasmes automatiques. On est à droite, on est à gauche, on s'en fout, c'est pas le problème. Nos habitudes. Mais c'est pas le problème. C'est la primaire introduit la zizanie et la haine dans chaque famille politique, puisque la primaire est un match dérisoire, comparable à ce qu'il y a de plus médiocre dans la dialectique, dans la confrontation, dans la discussion, dans la négociation, etc. Voilà. Vous êtes d'accord ou pas? Absolument. Alors, je ne vais pas revenir à Max Weber sur l'éthique de la responsabilité ou de l'éthique de conviction, mais ce qui a changé depuis hier, c'est que les Républicains, dans leur bureau, sont en train de se demander ce qu'ils n'avaient pas prévu avant, s'il ne faut pas en urgence, ce qui prouve que ça a quand même eu un rôle, l'histoire Fillon-Sarkozy, et s'il ne faut pas en urgence installer dans la charte de la primaire ou rajouter une éthique, justement... Il faut en finir. Charte ou pas charte. On va en finir avec la primaire. C'est évident. La nature humaine est ainsi faite. Alors, vous allez encore me dire ce sont des réflexions de bazar. Mais après tout, est-ce que le bazar n'est pas l'expression de la vérité? Je peux vous répondre ça. Dans le bazar, c'est le bon sens aussi bien. Donc, charte ou pas charte d'éthique, ça continue. Mais absolument. La primaire est un facteur de pollution. La primaire est en train de tuer la campagne électorale qui va s'ouvrir au mois de janvier prochain, au mois de mars prochain. Mais elle en fait partie. Mais bon. Oui, hélas. Bruno, sur ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est les conditions dans lesquelles se passe une primaire dépendent des circonstances. En 2011, il faut quand même le dire, les socialistes ont fait une primaire où ils se sont affrontés, mais comme ils savaient qu'ils avaient 99,99% de chances de remporter l'élection présidentielle, ils se sont tenus. Parce que les uns et les autres avaient intérêt à ce que ça se passe bien. Ce qui est très étonnant avec la primaire. Pour devenir ministre. Voilà, exactement. Manuel Valls a joué son ministère comme ça, Arnaud Montebourg pareil, Baillet pareil, etc. Bon. Ce qui est intéressant avec la primaire de la droite, c'est que la perspective d'arriver au pouvoir est quand même assez forte également. Or, curieusement, comme rien n'est tranché entre les uns et les autres, comme il n'y a pas d'hiérarchie naturelle qui se dégage, parce que dans la primaire socialiste, on voyait bien, ce serait François Hollande ou Martine Aubry, plutôt François Hollande. Bon, là, comme rien n'est écrit à l'avance, bien évidemment, les passions sont exacerbées. Et c'est ça qui est en train de se passer, avec en plus un facteur aggravant, c'est-à-dire autant les socialistes ont l'habitude de cette culture politique-là, on débat entre nous, on s'affronte, on vote les uns contre les autres, etc. Et à l'arrivée, on reste dans le même parti. Voilà, c'est la culture des congrès. La droite n'a pas cette culture-là, puisque c'est la culture de la caporalisation depuis 1958. Donc, ça ne peut que produire les effets auxquels on est en train d'assister. Cela étant, s'il y a une primaire de la gauche sans François Hollande, ou même avec François Hollande, vous verrez, ce sera tout aussi terrible. Les propos de Manuel Valls hier, Sarkozy la menace, c'est quand même assez curieux qu'en 5 ans, il n'ait pas changé de logiciel concernant justement leur aptitude à revenir ou à se maintenir dans le circuit politique. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un seul mot, c'est Sarkozy. Parce qu'il est toujours là. C'est une partie de Manuel Valls. C'est la contagion de la médiocrité.
Il n'en pense pas un mot, Manuel Valls. Tout ce qu'a écrit dans le passé depuis 10 ans, Manuel Valls, la nature des relations qu'il a eues même avec les gens de la droite, tout ça prouve, il est au-dessus de ce qu'il dit, Manuel Valls. Hélas, et heureusement. Il y a un exemple précis qui est quand même l'affaire du Burkini, où il est sur une position concernant la loi qui est exactement la même que Sarkozy. Eh bien, exactement. C'est pourquoi je dis que tout ça fait partie du spectacle, de la médiocrité et de l'incohérence du spectacle. Sauf si on revient au premier sujet, parce qu'on essaye d'avancer, sauf si on revient au premier sujet, c'est-à-dire que lui-même, il a acté la mort politique de François Hollande. Et il se dit, mon Dieu, Macron prend de l'avance, il serait temps que je m'y mette. Eh bien, cette hypothèse s'inscrit encore dans cette litanie de regrets sur lesquels nous sommes absolument tous d'accord. Il y a une marche suicidaire forcée vers la médiocrité. Pour des tas de raisons, la primaire étant la raison essentielle, puisqu'elle offre le cadre, elle offre le prétexte, elle offre les moyens aux gens. Elle est un alibi extraordinaire. Ça leur échappe à eux-mêmes. Ils sont aveugles, ils sont fous, ils ne s'entendent pas, ils sont autistes, ils sont muets sur ce qu'il y a d'essentiel. C'est dramatique ce qui est en train de se passer. Et tout est possible. Tout est possible, Philippe, et tout sera mensonge. Et la France sera ingouvernable. Car la primaire a révélé qu'il n'y a d'unité dans aucune des familles politiques. La primaire a au moins ceci de bien, c'est qu'elle révèle la conviction personnelle de chacun. Mais si nous faisons un peu d'histoire, il est dans un système politique où il n'y a pas eu de primaire, des échecs retentissants après les élections. Chirac, après 95, il n'y a pas eu de primaire. Alain Juppé a été nommé Premier ministre pour réformer le pays. Il a tenté de réformer le pays. Il a été empêché en 30 secondes. Et avec le désaveu cinglant de Jacques Chirac. Et pourtant, il n'y avait pas eu de primaire. Enfin, donc l'ingouvernabilité du pays, c'est pas une nouveauté. Non, c'est vrai, nous sommes en démocratie de toute façon. La démocratie est un système imparfait. Et c'est dans cette imperfection qu'il trouve en même temps son rachat. Mais attendez, jamais le bordel n'a jamais été aussi fort. Jamais la confusion n'a jamais été aussi dramatique qu'aujourd'hui. Mais si, de la fin de la quatrième, souviens-toi. Les références que vous venez de dire sont absolument incomparables avec ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes à peu près d'accord. Même Sarkozy, c'était un peu mieux. Vous en convenez, je pense. C'est pourquoi je supplie Bruno d'arrêter avec cette référence constante à la position entre la gauche et la droite. Gauche et droite aujourd'hui sont unis, liés, rassemblés dans la même médiocrité, dans la même impéritie et dans la même menace. Ça, je veux bien le partager. Max la menace, Sarkozy la menace. Est-ce que ça vous paraît quand même sérieux, vous qui suivez les affaires de la gauche depuis longtemps, de retrouver les arguments qu'on trouvait déjà en 2011 quoi. Trois choses. Non, mais c'est trois choses. Regardez le meeting d'hier. Tout le monde dort pendant 1h30, 2 heures, en attendant Manuel Valls. Même pendant le début du discours de Manuel Valls, tout le monde dort. Il suffit qu'il se lance dans une charge contre Nicolas Sarkozy et tout le monde se mobilise. Nicolas Sarkozy aujourd'hui, c'est peut-être délirant, mais c'est une réalité politique. C'est le dernier ciment. Transformer en démon un personnage. C'est comme ça. C'est l'ennemi idéal. Voilà. C'est l'ennemi idéal de la gauche. Donc c'est du Marianne de 2007 ou 2010, quoi. C'est ça. Sauf que Marianne. Ils ne sont pas sortis de Marianne le journal. Quoi. Non, mais peu importe, Guillaume, vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je vois, il y a un fait politique. C'est Manuel Valls, comme toute la gauche, se sert de Nicolas Sarkozy parce que c'est l'ennemi idéal. Ce que n'est pas Alain Juppé. Première chose. Attends, je termine, j'en ai juste. Mais non, je viens de parler 20 secondes. Deuxième chose. Pardonnez-moi, laissez Bruno. Manuel Valls aussi, en faisant ça, se pose regardez. Quel beau candidat je ferais. Moi, le rempart contre Nicolas Sarkozy. Moi qui exalte les valeurs de la Marianne au sein nu, qui nourrit la République, blablabla, avec un révisionnisme historique au passage assez conséquent. Non, mais c'est ça, Manuel Valls. Il est, comme Macron, dans une stratégie d'empêchement de candidature de François Hollande. Si on ne comprend pas ça, qu'il est le pendant de Macron, c'est-à-dire que l'un comme l'autre veulent créer des conditions pour empêcher François Hollande d'être candidat, on ne comprend pas la situation telle qu'elle est en train de se passer. Voilà. Troisième temps, sur la candidature Hollande, parce que là, Guillaume, ça fait 2 fois que je vous entends dire que, grosso modo, il va pas être candidat. Moi, je peux vous dire, il prendra sa décision le 20 novembre, soir du 2e tour de la primaire de la droite, quand il verra que si c'est Alain Juppé ou si c'est Nicolas Sarkozy. Et en fonction des conditions dans lesquelles ce sera passé, des conditions dans lesquelles le vainqueur sera sorti. Je peux même pas vous le dire parce que parfois il peut considérer aussi qu'Alain Juppé ne serait pas un mauvais candidat s'il sort éreinté de la primaire, sans candidature de François Bayrou, qui pourrait parasiter sa candidature à gauche. Donc il soutient Juppé. Donc il attendra, pas forcément. Je vous dis, il attend, comme toujours.
Dernier point, Vous avez Philippe. terminé, oui. Ben, il a le droit. Ça va, t'as fait 3 minutes, j'ai fait 1 minute. Vous Il y a êtes quand même mais une pas- équité. C'est ça, la Il y a censure, une voilà, égalité, voilà. puisqu'il est égalitaire, il peut Là. me laisser un temps de parole. Légèrement inférieur, certes, mais enfin, inférieur à... Je crois que si on faisait le décompte, on aurait des surprises. Vous vous moquez de moi. Oui. Voilà. Vous qui êtes le Victor Hugo fluvial, tempétueux de Radio Classique. Non, moi j'irais plutôt Chateaubriand. Voilà, oui, c'est ça, Chateaubriand. Chateaubriand. En train de mesurer Victor le Hugo, temps. c'est trop lyrique. C'est pas mal. C'est trop lyrique. On parlera de Macron un autre jour. Est-ce que l'été était bon, Philippe? C'est important. Parce que je vous aime beaucoup tous les deux, alors j'ai envie d'avoir de vous. De la même façon? Non, est-ce que vous avez un bon été? Est-ce Oui, que vous êtes content d'entrer sur Radio Classique? Oui, ça oui, oui. Ah, je peux pas me passer moi dans le classique, c'est affectif. C'est vrai que je sais pas. Parce que pour nous, c'est un plaisir quand même de vivre cette présidentielle ici. Oui, non, je suis très amer. Je suis très amer, mais Radio Classique n'est pas en cause. Je suis profondément écœuré, profondément triste. Comme chaque année à la même saison. Non, c'est vrai parce que je n'ai plus le temps de l'espérance. Je n'ai plus de. Vous m'avez l'air Je en suis pas pleine comme forme. vous. Je suis pas de votre génération. Et je Bruno, trouve que est-ce que ce qui se passe est absolument affligeant. Voilà. Et je ne vois pas l'issue, sauf celle d'un véritable miracle qui s'appelle peut-être Macron. Au moins, Oui. au moins, il n'a rien à Mais non, rien Philippe, à arrête faire. de rêver. Bien. Le temps est Mais voilà, moi on ne saura pas si j'ai passé un bon été. Vous avez Merci passé un Philippe. bon été, mon cher Bruno. Ça va. Merci mille fois. Ève Ruggieri dans un instant, le rappel des titres, la bourse sur Radio Classique. C'était donc Philippe Tesson et Bruno Roger-Petit que vous retrouvez tous les mardis.